Le Japon est célèbre pour sa technologie de pointe. Et parmi ses particularités les plus remarquables figurent ses distributeurs automatiques. Ils sont devenus un symbole de confort moderne, offrant une gamme complète de produits et de boissons et du café. Les touristes adorent explorer ces machines et partagent souvent leurs découvertes insolites en ligne. Tandis que les Japonais les apprécient au quotidien, y trouvant parfois la chance d'obtenir une boisson gratuite. Mais que se passe-t-il lorsque cette chance prend une tournure tragique ? En 1985, une série de décès au Japon a secoué le pays. Ces morts étaient liés à des boissons vitaminées d'apparence inoffensive, laissées dans des distributeurs automatiques. Il ne s'agissait pas d'accidents, mais de meurtres prémédités. Voici l'histoire troublante de l'affaire Paraka. Une affaire qui a transformé les distributeurs automatiques en une source de peur. Le 30 mai 1985, un chauffeur routier de 45 ans décède après avoir été malade pendant près d'1 mois. À l'examen de son corps, les médecins découvrent une chose alarmante. Une quantité de chlorure de Paraka dichloride. Le Paraka est un herbicide puissant largement utilisé dans les pratiques agricoles du monde entier. Bien que son efficacité dans la lutte contre les mauvaises herbes soit incontestée, ce produit chimique présente de graves risques pour la santé humaine. Une petite quantité suffirait à avoir des conséquences désastreuses dans l'organisme, pouvant entraîner la mort en quelques heures ou jours. Même une exposition minime peut provoquer de graves brûlures cutanées, car le Paraka pénètre profondément dans les tissus et endommage les vaisseaux sanguins. Malgré le danger de sa toxicité, le Paraka était étonnamment facile à se procurer en 1985. Nul besoin d'ordonnance, ni de pièce d'identité pour l'acheter, juste la preuve qu'il était nécessaire pour l'agriculture. Une enquête a été ouverte car la présence de Paraka dans l'organisme de l'homme ne laissait que 2 hypothèses. Suicide ou meurtre. Les proches du chauffeur routier ont été interrogés et une histoire glaçante a été révélée. Selon leurs témoignages, l'homme s'était arrêté pour se reposer un jour après le travail. Il s'est approché d'un distributeur pour prendre une boisson et il a remarqué une bouteille d'Oramine C, une boisson vitaminée populaire au Japon. Sans y prêter attention, il a pris la bouteille et l'a bu. Peu après, il a commencé à vomir violemment et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais son état s'est rapidement dégradé. Les autorités ont d'abord pensé à un tragique accident, l'hypothèse d'une mauvaise manipulation du Paraka au travail. Après tout, la dose mortelle de Paraka pour un adulte en bonne santé est seulement de 8 à 16 ml. Et aucun antidote était connu à l'époque. Cependant, cette théorie s'est rapidement effondrée lorsqu'un autre décès est survenu le 5 septembre. Takahashi Sakai, un cadre de 44 ans, a acheté 2 bouteilles d'Oronamine C dans un distributeur. Il est décédé 6 semaines plus tard, le 11 septembre à Isano. Un autre homme de 52 ans a acheté 2 bouteilles d'Oronamine C dans un autre distributeur. Il a ramené ensuite les boissons chez lui après une séance de pêche. Ignorant le danger, il décède 3 jours plus tard. Et du Paraka a été retrouvé dans le reste de ses boissons. Le 12 septembre 1985, à Matazaka, un étudiant de 22 ans a eu la chance ou la malchance de trouver une 2e bouteille dans le distributeur. Se sentant chanceux, il la garde avec lui. Il décède 2 jours plus tard. Une semaine plus tard, le 19 septembre, un homme de 30 ans a été retrouvé mort. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans son corps ? Du Paraka. Il avait simplement pris une canette de coca. Plus tard, ces incidents n'étaient pas isolés. À la fin de l'année, 12 personnes au Japon avaient été victimes de ces boissons empoisonnées. Les décès étaient répartis dans tout le pays, la majorité survenant dans l'ouest et dans le centre du Japon.
ainsi qu'à Tokyo. Les victimes étaient âgées de 17 à 69 ans. Les enquêtes ont révélé que les boissons contaminées comprenaient 6 cas d'oronamine C, 2 de Coca-Cola, 2 de Real Gold et 2 boissons non identifiées. Pourquoi tant de victimes étaient-elles liées à l'oronamine C? La réponse réside dans une campagne marketing. À l'époque, la société Otsuka Pharmaceutical à l'oronamine C menait une campagne un acheté, un offert. Traditionnellement populaire auprès des générations plus âgées, cette campagne visait plutôt à séduire un public plus large. A priori, l'auteur des faits, il avait profité de cette exploitation pour placer les boissons empoisonnées près des distributeurs. Tout ça pour faire croire aux victimes qu'elles avaient de la chance d'avoir une bouteille supplémentaire gratuite. Mais ce qui a compliqué l'enquête à cette époque, c'est qu'il n'y avait pas encore de caméras près des distributeurs. Pire encore, les boissons étaient manipulées avec précaution. Aucune empreinte ADN a été relevée sur ces boissons. Mais on peut se demander comment les victimes n'ont pas remarqué que les boissons elles étaient altérées. Eh bien, tout remonte à 1977. Il y a eu des bouteilles de coca qui étaient empoisonnées au cyanure de sodium et ça a causé plusieurs décès à Tokyo. Et à cette époque, forcément, la population craignait les distributeurs automatiques. En réponse, les fabricants ils ont introduit des emballages inviolables tels que des anneaux de scellage sur les bouchons. Et l'affaire du Paraka s'est produite pendant une période de transition au Japon. Et du coup, à ce moment-là, la réglementation, elle évoluait plutôt vers des designs plus explicites. Et puis, du coup, forcément, la capacité du public à distinguer des boissons ouvertes, non ouvertes, ça restait relativement faible. Et malgré d'importants efforts, l'affaire, elle s'est soldée par un échec. Aucun auteur ni suspect n'a jamais été identifié. Et le délai de prescription a expiré en 1992. Les enquêteurs pensaient que les crimes étaient l'œuvre d'un seul individu. Mais ils n'ont trouvé aucun lien entre les victimes. Celles-ci étaient d'âge, d'origine et de régions variées, ce qui rendait impossible la détermination d'un mobile. Même les fabricants des boissons les plus visés. Otsuka Pharmaceutical, Coca-Cola Japon, ont déclaré n'avoir reçu aucune menace ni tentative d'extorsion liée à l'affaire. Face à la panique grandissante, le 27 septembre 1985, la police a lancé une campagne nationale pour prévenir des nouveaux empoisonnements. Les autorités ont donc distribué des tracts et des affiches dans tout Tokyo. Ils incitaient le public à inspecter soigneusement les distributeurs automatiques. Même les opérateurs de distributeurs ont reçu des instructions. Ils devaient vérifier leur stock, notamment les fentes, les bouchons des boissons. Du coup, les magasins qui vendaient des produits toxiques ont été incités à surveiller de très près leurs clients et à tenir des registres très précis, pendant que les autorités s'efforcent à protéger le public et à résoudre l'affaire. L'association japonaise des bouteilleurs de boissons a tenu de propos controversés. Un porte-parole qui se prénomme Takmui a même blâmé les victimes, affirmant que les clients auraient dû être vigilants et remarquer les bouteilles endommagées. Mais ces remarques ont suscité de vives indignations, mais n'ont pas empêché l'association d'agir. Celle-ci a distribué 1,3 million d'autocollants d'avertissement pour les distributeurs automatiques à travers le pays. Sur ces autocollants, il conseillait aux consommateurs de jeter les bouteilles qui étaient gratuites. Du coup, ils ont fait pas mal de publicités, des articles dans les principaux journaux ont contribué à sensibiliser le public. Il y a même certaines entreprises qui ont introduit des innovations, comme des lampes sur les distributeurs automatiques qui s'allument en cas de tentative de fraude. L'absence de réponse a alimenté les spéculations quant aux motivations du coupable. Certains experts ont suggéré que ces crimes reflétaient des problèmes de société plus profonds. Même dans un article de Chicago Tribune, il a été émis l'hypothèse que ça pourrait être en rapport avec les tensions sociales, causées surtout par le travail. Bien évidemment, ça a suscité la peur et les réflexions troublantes sur le comportement humain. Tandis que des criminologues et des psychologues analysent les motivations de tels crimes aveugles.
Il y a également un professeur de sociologie criminelle à Tokyo qui a expliqué qu'il est rare au Japon, malgré d'immenses pressions exercées par le travail et la vie, que les gens expriment leur frustration en s'en prenant à autrui. Bien évidemment, et vous vous en doutez, cette affaire de Paraka a incité d'autres personnes à faire des crimes similaires. Le 17 septembre 1985, une femme de 34 ans qui travaillait dans une galerie d'art à Batu-Toyo a tenté d'empoisonner son directeur. Heureusement, personne n'a été blessé, mais il semblerait que cette femme avait détourné des fonds dans l'entreprise. Certains autres incidents étaient des tentatives d'auto-intoxication. Pour des raisons personnelles, le 27 septembre, un lycéen a bu une boisson contenant un insecticide. Les enquêteurs ont découvert qu'il s'était empoisonné lui-même. L'élève a admis qu'il voulait être hospitalisé juste pour attirer l'attention. En fait, il avait imaginé que cette histoire ferait les gros titres et que ses camarades viendraient lui rendre visite. Malheureusement, cela n'empêchera pas que cette affaire persiste. En 2019, la police préfectorale d'Akita a annoncé avoir découvert une canette de bière contaminée par des pesticides dans le compartiment à emporter d'un distributeur. Selon le département de la police de Yuk, un homme d'une trentaine d'années a acheté une canette de bière, quand tout à coup, une autre canette d'une marque différente est apparue. Trouvant cela suspect, il le signala au commerçant de l'épicerie où se trouvait le distributeur. Et d'ailleurs, il a bien fait. En examinant la canette, le commerçant a remarqué un petit trou d'environ 1 à 2 mm de diamètre au fond, d'où s'échappait un peu de liquide. Il a également aperçu une étrange masse bleue dans le trou. Une semaine plus tard, le commerçant a apporté la canette vide au poste de police le plus proche. Malheureusement, cette affaire n'a jamais été résolue. Cela a ravivé la peur et le malaise du public concernant les distributeurs. Les spéculations vont de la recherche de sensations fortes à l'implication de sectes comme Aum Shinrikyo, tristement célèbre pour son attentat au gaz sarin dans le métro japonais en 1995. Malgré les craintes, les distributeurs demeurent un élément important dans la culture japonaise. En tout cas, cela nous rappelle à tous de rester vigilants et d'éviter de consommer quoi que ce soit que l'on n'a pas acheté. C'est triste à dire, mais dans ce monde, quelque chose est rarement gratuit pour une cause noble. Et même dans les endroits les plus sûrs, ce genre de choses peut se produire. Et c'est malheureusement quand on s'y attend le moins que ce type d'événement se produise. Sinon, cela n'arriverait pas. Une personne avertie a plus de chances d'être préparée à ce genre de situation. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.